Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel, qui comprend son fascicule de présentation, son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes, son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes, son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes, son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 4. Des prises de décision. Les décisionnaires. Ils ont abouti à cette situation extravagante où les présidents des États, commandants en chef des armées, n'ont plus aucun pouvoir décisionnel sur leurs forces armées. Des événements déclencheurs sont orchestrés afin de servir de prétexte à des invasions de certains pays dont la stratégie est devenue gênante. Les moyens, alors mis en œuvre, dépassent toute possibilité de compréhension. Des nations sont opposées les unes aux autres. Des conflits religieux et ethniques sont organisés. Des guerres perpétuelles sont construites dans tous les coins de la planète, sans jamais aucun espoir de règlements amiables. Une nouvelle, guerre froide, est maintenant réorganisée à l'encontre de la Russie. Mais pire encore, une troisième guerre mondiale est en préparation. Les chanterelles et le programme HARP de haute fréquence font-ils partie du nouvel arsenal militaire, entre autres choses? Ces situations engendrent inexorablement toujours plus de conflits et ne profitent qu'aux fabricants et commerçants d'armes. Les extrémismes religieux puisent leur force dans la misère des peuples. Les idéologies religieuses ainsi exacerbées ne seront-elles combattues que par des armes de destruction globale? Une révolution morale et spirituelle, indispensable à la paix et la justice, n'est pas accessible aussi longtemps que le pouvoir monétaire fera les ravages que l'on vient d'identifier. La survie de l'espèce humaine est en sursis. Le point de non-retour est prêt à être établi. Tous les porteurs de bonnes paroles ne sont que des prêcheurs dans le désert. Les auteurs du plan global ne veulent surtout pas qu'une paix ni une justice puissent s'instaurer entre les peuples. Au contraire, ils ont réalisé des armes de destruction globale qu'ils entendent bien pouvoir utiliser. C'est bien de la survie de l'espèce humaine dont il s'agit. Cette planète pourrait bientôt devenir invivable pour aucune autre espèce. Le message s'adresse à toute forme de bonne volonté. Oui, Candodis. Nous pouvons le faire. Ainsi, aurait déclaré, en substance, Paul Elie, au dignitaire canadien anglophone.
The Money Mafia, A World in Crisis, L'argent de la mafia, un monde en crise, ancien ministre de la Défense du Canada, constate que la tendance générale est d'admettre un état de crise généralisé. Une planification. Dès le XVIIe siècle, les jésuites avaient mis en œuvre divers modèles éducatifs pour les enfants, permettant d'élaborer le modèle éducatif le plus efficient, pour réaliser un contrôle le plus efficace possible et qui dure depuis. Les Illuminati de Bavière ont utilisé les meilleurs moyens pour pouvoir réaliser un modèle éducatif caché d'esclavage, dès la fin du XIXe siècle sur l'Allemagne. Cette particularité explique la tolérance du peuple allemand et leur acceptation à l'expression de certaines doctrines. L'expérimentation a si bien réussi qu'il suffira ensuite de la généraliser ultérieurement dans l'espace occidental, avec le concours des hauts dirigeants universitaires accédant à la mouvance des Illuminati. Plusieurs générations ont déjà subi cette doctrine éducative. La fondation de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, est une organisation des Nations Unies, chargée d'élargir les modèles d'éducation à travers tous les moyens de diffusion, à partir de la science et de la culture, de programmes élaborés destinés à toute la société humaine. Le système d'éducation scolaire, très bien nommé, devrait, au contraire, être un système de divulgation de connaissances et d'informations. Il est, en réalité, un moyen de crétinisation des enfants permettant, entre autres choses, d'appauvrir le langage des masses populaires. Un langage pauvre crée une pensée pauvre, ce qui provoque logiquement une plus grande malléabilité intellectuelle. Il suffit ensuite d'assouvir les plus bas instincts de la société, pour que chaque individu soit dans le moule de la violence organisée. L'école est devenue une organisation pénitentiaire militarisée où sont organisés des profils psychologiques des enfants et de leurs parents par voie de conséquence. Les professeurs français qui doivent transmettre la connaissance apparaissent au regard des observateurs internationaux, idéologiquement les plus stupides parmi les straits de la société française. Tout serait organisé pour un contrôle global des masses populaires. Tel serait le combat du nouvel ordre mondialisé. Une récente propagande serait établie à partir d'une « charte des valeurs » distribuée dans les boîtes aux lettres par le gouvernement québécois. Elle concernerait une proposition de choix concernant une opposition entre une civilisation islamique basée sur le mutisme et une civilisation occidentale basée sur la cécité. Chacun doit pouvoir conserver son libre arbitre entre ces deux choix inacceptables. La proposition de se soumettre à une autorité religieuse ou celle de se soumettre à une autorité laïcisatrice ne permet pas l'expression d'un libre arbitre. Il s'agit en fait d'un choix entre les dominateurs et les marionnettes d'un pouvoir caché, que sont les représentants gouvernementaux. C'est une politique globale d'une minorité de dominateurs en face des populations de dominés. Cela s'appelle l'exploitation des faibles par les forts. Seulement un tel modèle ne peut fonctionner que s'il y a une collaboration des faibles avec les forts. La laïcité n'est qu'un autre système de croyances, différent des croyances religieuses mais complètement analogue dans leurs applications. Vous devez croire à un enseignement divulgué, que vous soyez religieux ou athée. Il s'agit dans les deux cas d'une programmation du contrôle des masses. Par exemple, le sujet concernant l'immigration massive des musulmans en Occident, après le démantèlement organisé de leurs pays respectifs. Les privilèges inconsidérés qui sont accordés aux immigrants musulmans sont des programmations d'une conspiration organisée qui n'a rien de théorique. Le choix entre religion et mondialisme provient de la collaboration des populations en face des mensonges perpétrés par les uns et les autres. La conspiration du mondialisme n'est rien d'autre que la mise en œuvre du contrôle du monde. L'acceptation des compromis empêche toute prise d'initiative constructive. Un autre exemple concerne l'effondrement de l'économie des pays par leurs dettes accumulées. Cette situation est le résultat d'une entente entre les gouvernants et les banques qui ont décidé, d'un commun accord, de ne plus emprunter l'argent auprès de la banque centrale de chaque pays qui prêtait sans intérêt, au profit des banques privées, qui elles, prêtent avec des intérêts. Comment cela est-il rendu possible, simplement par la corruption des gouvernants, dans tous les pays occidentaux?
Les unions réalisées, nord-américaines, transatlantiques, etc., permettent ces états de fait à partir des endettements. La mondialisation exige que, petit à petit, tous les pays, sans exception, soient alignés sous le joug mondialiste. Cependant, la difficulté majeure a résulté du refus des pays arabes de s'aligner sur ce modèle mondialiste. Leur culture religieuse auquel ils se conforment aveuglément leur interdit d'emprunter de l'argent moyennant l'usure, c'est-à-dire moyennant des intérêts résultant des emprunts. L'organisation du nouvel ordre mondial a donc procédé au démantèlement des pays arabes. Au début de l'organisation des systèmes économiques des États, les échanges monétaires permettaient un meilleur fonctionnement des échanges des biens et des services. Mais, toutes les religions interdisaient l'utilisation de l'usure. À l'exception toutefois, de la communauté religieuse juive qui s'était accordé le droit de cette pratique monétaire, sauf cependant, entre les représentants de sa communauté religieuse. Cette situation ancestrale explique la réalisation exponentielle de leurs richesses accumulées au cours des siècles. Ensuite, la chrétienté a été contrainte à s'aligner à cette exigence des octrois de prêts monétaires avec usure, par l'acceptation de ces concessions des protestants anglais, puis de l'Église catholique. C'est ainsi que dans tout l'Occident, les banques ont pu prendre le pouvoir à partir de la corruption des représentants étatiques. Encore un autre exemple qui concerne le fonctionnement des banques. Au cours de la dernière crise économico-monétaire de 2008, les banques en quasi-faillite ont été renflouées par les États, avec l'argent des contribuables. Un nouveau système a donc été adopté et mis en vigueur dans de nombreux pays européens, par le gouvernement de l'Union européenne. Dorénavant, les banques ont le droit de ponctionner l'argent qui leur est nécessaire pour ne pas faire faillite, à partir des comptes des déposants. Cela paraît incroyable, et pourtant. Il devient important de savoir que quand nous déposons de l'argent sur un compte bancaire, il ne s'agit pas d'un argent qui est confié à une banque, mais d'un argent qui est considéré comme lui étant prêté. Les populations pensent à tort que les gouvernants qu'ils ont démocratiquement élus sont là pour les protéger. Il n'en est rien, dans les faits. Les gouvernants ont établi ce récent accord de ponction de l'argent des comptes privés avec les banques pour que celles-ci puissent, à loisir, disposer de l'argent qui est le produit du travail des populations. D'autre part, contrairement aux croyances, les banques, lorsqu'elles octroient des prêts d'argent, inscrivent simplement une ligne comptable sur leur registre des sorties. Par contre, lorsque les emprunteurs les remboursent, les banques en enregistrent les paiements dans les lignes comptables dans leur registre des entrées, et encaissent bien l'argent résultant du travail. La prise de conscience de cet état de fait oblige à prendre les dispositions qui s'imposent pour ne pas rester un collaborateur de cette infamie. Cette vilaine idée, bankster, démontre que les banquiers sont des voleurs. Il ne s'agit pas d'un jugement, cela désigne tout simplement leur fonction. Est-il possible de supprimer notre collaboration avec ces voleurs? Oui, en retirant l'argent de la banque, au fur et à mesure qu'il est viré par un employeur, ainsi que tous les montants destinés au placement des économies réalisées. Le système monétaire doit d'abord servir aux échanges des biens et des services et non pas à de la spéculation financière. Le reste de l'argent non dépensé devra ensuite être converti dans une monnaie locale élargie, pour la mise en place d'un autre système économique, ainsi déconnecté du contrôle des banques et des gouvernants. Il conviendra enfin de réaliser une allocation de services, délivrée à tous, permettant d'établir une source de revenus équitable qui permettra de réaliser un nouveau système économique de proximité. Deux choix se présentent aux acteurs du travail, producteurs des ressources et des richesses. Il est alors important de noter que les richesses sont détournées des acteurs du travail au seul profit des dirigeants connus ou cachés. Ou bien, ces acteurs continuent à rester les victimes du modèle économique des puissants, soit par inconscience, par manque d'informations et de courage, ou bien ils doivent devenir les créateurs d'un autre système économique soustrait à cette loi de la jungle. La prise de décision d'élaborer collectivement un autre système économique aura pour mission principale d'élever la conscience collective des populations au rang de décideurs de leur sort, sans l'intermédiaire des escrocs et des traîtres. La complicité doit s'arrêter avec les banksters.
Les acteurs économiques du travail doivent se mettre en mesure de vouloir relever ce défi, qui lui seul, leur assurera la survie. Cette recette qui consiste à prêter de l'argent contre la rémunération des intérêts a pour seul objet d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres. Consentir à cette situation exige de devenir un corrompu et un corrupteur et relève d'un crime contre l'humanité. Consentir à cette situation oblige donc à devenir un criminel. Évidemment, le nouvel ordre mondialiste ne se laissera pas intimider. Il a prévu que son pouvoir s'établira, soit par le consentement, soit par la conquête. C'est ce qu'il a déjà entrepris avec le démantèlement des pays arabes. C'est aussi pour cet objectif que les grandes migrations des musulmans ont été organisées et par voie de conséquence leur rébellion. La détestation des musulmans, par les pays envahis, a été parfaitement orchestrée par le NOM et leurs complices. L'objectif en finalité est donc d'obliger les Arabes à s'occidentaliser, de gré ou de force, afin qu'ils acceptent les règles du jeu du NOM qui est simplement la religion mondialiste exclusivement alimentée par leurs mensonges. Le mensonge principal étant d'abord de contraindre les populations à ne pas pouvoir prendre conscience du sort qui leur est réservé. Le nouvel ordre mondial et le système bancaire qui l'alimente ne peuvent exister que par le consentement et la corruption. Cette situation criminelle envers l'humanité ne peut subsister que parce que les populations y collaborent. Le maintien du système économique imposé par le NOM ne pourra persister qu'avec la continuelle complicité des populations. Il convient surtout de sortir les populations de l'ignorance du fonctionnement du plan des Illuminati. Comment peuvent-elles s'extraire de ce carcan? Par leur refus de continuer à collaborer en mettant en place un nouveau plan économique réalisé par un autre modèle d'échange des biens et des services et l'assurance d'une ressource établie sur une base participative. La réappropriation soudaine du contrôle, par la conscience des populations, actuellement sous le joug des Illuminati, est la hantise du NOM. Aussi ont-ils prévu la parade? Les déplacements en masse des musulmans ressemblent plus à une invasion qu'à un souci de leur procurer un autre mode de vie. D'autant plus que ces derniers soutiennent vouloir convertir les populations envahies à leurs dogmes religieux et aussi de les propager. Cela correspond évidemment à la mise en œuvre des prochaines guerres civiles. Il s'agit donc de l'utilisation des musulmans pour le déclenchement de nouvelles guerres, et ceci, malgré la réticence des populations à s'engager dans des conflits armés. Elles n'auront cependant pas d'autre choix. Pour pouvoir maintenir le pouvoir, le NOM doit maintenir les populations dans la peur et l'oppression. Les décisions sont déterminées à l'avance et doivent être appliquées, de gré ou de force. Les Français qui ont voulu voter non au traité de Maastricht, se sont vus imposer le traité de Lisbonne qui a été appliqué, sans consultation, dans les mêmes termes, et ce sont les gouvernants français qui l'ont installé. Les gouvernants sont au service de la finance. L'oligarchie maintient les peuples au rang d'esclaves en laissant croire à la liberté, pendant qu'elle la restreint toujours davantage. Les dirigeants ont prévu la suppression de la monnaie papier par la monnaie scripturale informatique. L'argent numérique sera le seul en vigueur. L'Inde a connu ce changement du jour au lendemain, sans préavis. Le changement est plus progressif pour les autres pays. Il est prévu d'être généralisé très prochainement en Europe. Le prétexte, il en fallait un, est la lutte contre le financement du terrorisme, celui des mafias, celui de la corruption, le blanchiment des capitaux, etc. Il convient de se souvenir que l'argent papier, détenu par une personne lui appartient, l'argent pictural lui, ne lui appartient pas. Il devient, au bon vouloir de la banque, de le lui restituer ou pas. En cas d'insolvabilité bancaire, l'argent ne disparaît pas aussi simplement. Il n'y a pas d'évaporation dans les milieux financiers. Les banques auront ainsi tout le loisir de décider du sort des titulaires d'un compte bancaire. Elles n'auront aucun compte à rendre à qui que ce soit sur le traitement réservé à chaque compte bancaire. La menace est de la plus grande importance pour l'avenir économique des populations. Cette collusion entre les gouvernants et les banques a pour objet de pouvoir toujours mieux exploiter les esclaves. Mais ça ne s'arrête pas là. La collusion a prévu la nécessité de l'incorporation d'une
puce électronique chez tous les individus pour qu'ils puissent réaliser leurs transactions bancaires. Sans l'acceptation de la puce, le citoyen qui la refuse n'appartiendra plus à la société, car il n'aura plus de compte bancaire. Quel sera donc le rôle de cette implantation d'une puce électronique sous la peau des citoyens ? Elle aura pour objet de relier chacune de ces personnes à un système de contrôle permanent. Il faut aussi comprendre qu'il s'agit à la fois d'un élément émetteur mais aussi d'un élément récepteur. Tous les abus à partir de ce dispositif peuvent être envisagés. Les personnes ainsi pucées seront sous le contrôle et sous le conditionnement. Leur volonté ne leur appartiendra plus. La collaboration avec le système d'implant sera d'une soumission totale. La suppression de l'argent papier est un nouveau piège qui forcera les populations à accepter de devenir des numéros de puce. Le schéma est parfaitement rodé. Il suffira de créer un problème pour organiser une réaction en chaîne de peur pour pouvoir ensuite proposer la solution qui avait été précédemment envisagée. Des doctrines. Selon Aldous Huxley, la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Les moyens de l'information conventionnelle sont parfaitement maîtrisés par un petit nombre de responsables sélectionnés par le système oligarchique financier et politique et sont chargés de diffuser et d'inculquer des idéologies favorables à ces mafias et en leur permettant d'entretenir leur pouvoir. Les populations n'ont aucun environnement social ni institutionnel ni les facultés méthodologiques pour pouvoir s'opposer aux dictats de ces pouvoirs. Dès leur plus jeune âge, les individus sont conditionnés à la servitude, puis à l'insertion vers un instinct grégaire, sans possibilité de contestation ou de repérage. L'opinion des citoyens est parfaitement formatée, maîtrisée et contrôlée. Cependant, l'organisation d'une information indépendante peut être accessible sur de nouveaux moyens d'information. Toutefois, des moyens de pollution sont là aussi mis en service par de faux indépendants subversifs, afin de pouvoir contrôler ces nouvelles sources de savoir et de débat. Les personnes responsables, qui cherchent à informer leurs concitoyens sur les réelles dérives du fonctionnement de la société, sont rapidement accusées de racisme, fascisme, antisémitisme, négationnisme, terrorisme, xénophobie ou conspiration. Le pouvoir central oligarchique s'efforce continuellement de provoquer de l'extrémisme et de la violence afin de pouvoir réprimer les auteurs et les désigner comme fauteurs de troubles. Les factions policières et militaires sont là pour devoir écraser toute volonté de changement. Une histoire occulte. Entre le 1er et le 8e siècle de notre ère, une société incroyablement malveillante fait son apparition en Khazarie. Les Khazars évoluent en une nation dirigée par un roi malveillant, entretenant à sa cour des oligarques versés dans les sciences occultes et la magie noire babylonienne. Durant cette période, les Khazars acquièrent auprès des pays voisins une réputation de brigands, de meurtriers, de bandits de grand chemin et d'usurpateurs des identités des voyageurs qu'ils assassinent, pratique dont ils font leur activité principale et leur manière de vivre. La mafia khazare sévissait. Vers 800 de notre ère, la Russie et d'autres pays voisins leur adressent un ultimatum. Les dirigeants des pays voisins, principalement la Russie, avaient reçu tellement de plaintes de la part de leurs citoyens, qu'ils ont envoyé collectivement un ultimatum au roi des Khazars. Ils lui firent parvenir une missive lui enjoignant de choisir parmi les 3 religions abrahamiques une religion pour son peuple, d'en faire la religion d'État, que tous les citoyens khazars devront pratiquer, et de faire en sorte que tous les enfants khazars soient élevés dans cette foi. Le roi khazar avait le choix entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Le roi khazar choisit le judaïsme et promit de respecter les exigences définies par la Confédération de nations voisines emmenée par le tsar russe. Malgré cet accord et cette promesse, le roi khazar et son cercle rapproché d'oligarques continuèrent à pratiquer la magie noire babylonienne, également appelée satanisme occulte. Ce dernier comportait des cérémonies secrètes de sacrifice d'enfants.
Le secret profondément enfoui de ces cérémonies occultes était qu'elles se fondaient toutes sur un ancien culte de Béol, également connu comme le culte de la chouette ou du hibou, cf. Le symbole du Borémyon Club, une des manifestations de la Kabbale. La défense agressive de la Fédération de Russie en Syrie contre l'EIL a immédiatement mis en échec la machine terroriste israélo-américaine pour la première fois de l'histoire. Mais elle a également mis en lumière d'abord ceux qui ont créé, équipé et financé l'EIS, l'EIL, Dassa, Al-Qaïda et Al-Nusra et assimilé. Il est maintenant évident pour tout le monde que ces organismes ne sont rien d'autre que des mercenaires rémunérés par la machine israélo-américaine, créés de toutes pièces, conçus et mis en œuvre par un terrorisme de type Gladio. Gladio désigne le réseau italien des Step-Ind, une structure créée sous l'égide du ministre de l'Intérieur, Mario Scella dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour parer à une menace d'invasion soviétique. On désigne couramment par Step-Ind l'ensemble des armées secrètes européennes, dont l'existence a été révélée publiquement le 24 octobre 1990 par le Premier ministre italien. L'existence de ces unités clandestines de l'OTAN est restée un secret bien gardé durant la guerre froide jusqu'en 1990, quand une branche de ce réseau international fut découverte en Italie, portant le nom de code Gladio, qui signifie glaive. Alors que la presse affirmait que les unités secrètes Step-Ind de l'OTAN étaient le secret politico-militaire le mieux gardé et le plus préjudiciable depuis la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement italien, face aux sévères critiques de l'opinion publique, promit de démanteler son armée secrète. Dans le seul objectif de favoriser le projet du nouvel ordre mondial de la mafia khazare des Rothschild. Il est probable que cet échec cuisant de la mafia khazare mènera à la perte de son pouvoir, à l'échec de son plan du Grand Israël, d'occupation de tout le Moyen-Orient et ensuite du monde entier, y compris par l'utilisation de l'OTAN pour encercler la Russie et la marginaliser. Le résultat final de cette série de révélations et d'échecs de la mafia khazare en Syrie qui a été provoqué par cet affront inattendu de la Fédération de Russie contre la mafia khazare est susceptible d'entraîner l'effondrement total de l'empire de la mafia khazare dans le monde entier. Le dernier groupe de porte-avions américains au Moyen-Orient a été rappelé aux États-Unis, et cela a suffi pour en bouleverser beaucoup qui croyaient que les porte-avions américains et leurs missiles de défense AEJ de dernière génération étaient invincibles et devraient rester en poste pour arrêter l'EIL. Mais nous savons à présent que l'EIL est une machine terroriste de création israélo-américaine et que les porte-avions américains sont extrêmement vulnérables. Certains des meilleurs experts en armement considèrent que ces porte-avions sont des cibles faciles pour la nouvelle technologie de pointe russe récemment utilisée, qui est capable de désactiver temporairement les circuits électriques et électroniques, y compris les systèmes radars, les sonars ainsi que les systèmes de lancement de missiles AEJ. Cette machine terroriste israélo-américaine est utilisée pour déstabiliser des nations souveraines, ou pour détruire leur système bancaire indépendant de celui de la mafia khazare, indépendant de leur système monétaire privé, ou pour fournir des occasions de mettre la main sur leurs ressources naturelles. Mais elle sert également à détruire toute menace que ces nations souveraines pourraient poser à l'expansion de leur empire, un empire secret qui agit par l'entremise de monnaie contrefaite, qui n'est garantie par rien, et de politiciens élus corrompus et sous le contrôle d'intermédiaires rémunérés. Les décideurs politiques au sommet de l'empire mafieux khazare ont été furieux lorsque les Russes sont intervenus dans leur guerre révolutionnaire et ils ont décidé qu'ils devraient récupérer ultérieurement l'Amérique par divers moyens. La guerre de sécession a été une autre tentative pour reprendre le contrôle de l'Amérique au profit de la mafia khazare, mais une fois de plus, en raison de l'intervention de la Russie, la mafia khazare échoua lamentablement. Soit dit en passant, la mafia khazare influait sur les deux camps pour essayer de créer une discorde aussi importante que possible entre le Nord et le Sud dans le cadre de leur stratégie habituelle de diviser pour régner. La mafia khazare est un groupe de familles khazares qui n'ont absolument aucun sang hébreu, mais qu'ils prétendent avoir afin de jouer la carte de l'Holocauste juif, qu'ils ont eux-mêmes perpétré, et ainsi prétendre être une minorité raciale persécutée, alors que ce n'est pas le cas, le tout afin d'écarter toute critique et correction de leur plan.
Ces lignées familiales sont connues et se servent des hauts degrés de la franc-maçonnerie comme couverture et aussi pour participer à un culte satanique mondial appelé le processus. Le tournant inattendu des événements a placé la Russie aux commandes en Syrie et au Moyen-Orient. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché, au format A4, en collection luxe, tout en couleur, et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre.